Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le premier forum virtuel d'orientation post-bac. Vous nous rejoignez pour la 4e et dernière table ronde de la matinée qui a porté sur toutes les thématiques liées au commerce, à la gestion. Et aujourd'hui, sur celle qui nous intéresse maintenant, on va effectivement aborder les domaines du management et du commerce. Donc en termes de déroulé, ça va se passer comme précédemment, c'est-à-dire une première partie où les intervenants, que ce soit les enseignants ou les étudiants, vont nous présenter des éléments de leur formation et donner des repères aux élèves qui nous suivent. Et dans une deuxième partie, on sera là pour répondre aux questions que vous nous aurez posées en live sur le chat. Donc je vous invite vraiment à vous saisir de cet outil et à ne pas hésiter à poser des questions sur le chat si des choses sont dites qui vous interpellent ou qui vous posent question. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous les poser. Il y aura une partie de la conférence qui sera faite pour ça. Donc je rappelle également qu'en plus de cette conférence, vous avez tout le détail des formations, des capsules vidéo, des PowerPoint, mais également les liens vers les formations qui sont disponibles sur le site de la DG2E. Donc en complément de ce qui va être dit ce matin, il ne faut vraiment pas hésiter à aller visiter le site de la DG2E. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais céder la parole à mes invités pour vous présenter et présenter les formations que vous représentez. Alors bonjour à tous, je m'appelle Quentin Reynaud, actuellement en dernière année de DUT technique de commercialisation, et donc je vais vous présenter le brevet universitaire qui s'appelle le BUT. C'est une nouvelle formation qui va arriver au sein de l'université au cours de l'année qui suit. Voilà, bonjour, moi je m'appelle Maïder Etchekopar, je suis enseignante en DUT, enseignante d'anglais, et je vais présenter avec Quentin la formation et surtout la réforme qui va avoir lieu donc la rentrée prochaine pour ce nouveau diplôme. Bonjour, Jean Trinkel, je suis responsable des études à l'école de commerce de Tahiti, donc je suis accompagné de Mani Gouding qui est actuellement étudiante à cette école de commerce. Bonjour à tous, je m'appelle Mani Gouding. Je suis étudiante à la CCISM et je vais vous présenter cette formation. Merci bien. Bonjour, Jacques-André. Je suis enseignant en classe préparatoire au lycée de Papara. Donc c'est une formation qui a vocation à accueillir tous les bacheliers technologiques, STMG, éventuellement STHR, pour leur permettre de bien commencer 2 années d'études supérieures avant d'envisager d'autres poursuites d'études, toujours vers le management. Bonjour, je suis Nicolas Danglade, j'enseigne en classe préparatoire au lycée Paul Gauguin, ce qu'on appelle la prépa HEC. J'enseigne l'économie, la sociologie, l'histoire en 2e année. Et donc on va vous présenter notre cursus de classe prépa pour les lycéens de voie générale. Et je vous passe le micro à des élèves de 2e, 1re année, et puis mon collègue de mathématiques. Eh bien bonjour, je m'appelle Terano Itaputu et je suis étudiant en classe préparatoire HEC en 2e année. Bonjour, Garance Zakarian, je suis aussi élève à la prépa HEC, mais cette fois-ci en 1re année. Bonjour, Martial Nicolet, enseignant en mathématiques et informatique en 2e année de classe prépa. Je pourrai répondre à vos questions si vous avez des interrogations particulières sur les mathématiques. Je vous remercie pour ces présentations. On va peut-être garder du coup le micro de ce côté-là. Donc la prépa HEC, vous pouvez peut-être juste nous rappeler ce que signifie HEC ? Alors HEC, c'est le nom d'une école, en réalité. C'est une abréviation qu'on donne pour ces classes préparatoires. En réalité, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles, comme celle de Papara. Nous, on est plutôt en voie économique générale. Maintenant, ça s'appellera ECG l'année prochaine. Ça s'appelait ECE jusqu'à maintenant. C'est la nouveauté dans le sigle. ECG, à différencier de ECT, qui sera pour la voie technologique. Donc nous, on est uniquement accessible par un bac voie générale. D'accord. Donc la première question s'adresse donc aux enseignants. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu quels sont les objectifs de votre formation ? Alors l'objectif principal, c'est de préparer les concours en vue d'intégrer donc les écoles de commerce qui sont classées, 20 écoles de commerce qui sont classées dans le top 100 des écoles de management.
Donc ça, c'est une voie qui se fait par un concours au bout des 2 années. D'accord, donc le concours, la préparation se prépare ici, mais après, les écoles de commerce, elles se situent... En métropole pour toutes les écoles. Alors, je voudrais juste rajouter, mais Jacques-André connaît également le classement comme moi. Mon collègue parle du top 100. En fait, c'est le top 100 des écoles de management dans le monde. Donc en fait, en France, on a la chance d'avoir des grandes écoles de commerce qui figurent dans le top 100 mondial. Donc c'est le classement du Financial Times qui sort chaque année. Donc nos élèves candidatent à ce concours-là et généralement réussissent, on en parlera après. Et donc il s'agit du top 100 mondial. Voilà, c'est pas le top 100 français. D'accord. Je vais... Il y a un micro de ce côté-là aussi. Je vais poser la question également donc, à Jean-André. Quels sont les objectifs de la formation ? Donc c'est une classe préparatoire qui a le même type d'objectifs que ceux qui viennent d'être décrits. Bon, la petite différence, c'est que comme on cible des bacheliers technologiques, ils ont plusieurs façons d'accéder à des métiers du management. Et donc ils peuvent envisager un DUT, BUT, passer par l'université, passer par l'école de commerce de Tahiti. Bon, la classe préparatoire propose de cumuler les deux atouts, à la fois des études profilées, très profilées, management, sciences de gestion et numérique, dans le prolongement du nouveau baccalauréat, mais aussi avec tous les atouts des classes préparatoires, la possibilité de partir en métropole, la préparation des concours, des formations transversales de haut niveau, où on apprend, on développe des compétences qui serviront finalement dans toute la vie professionnelle. D'accord. Merci beaucoup. On va continuer donc, avec les objectifs des formations. À l'école de commerce, donc, le cursus se fait en 3 ans. L'objectif est un cycle court, on n'est pas dans le même cursus que les écoles supérieures de commerce. Donc c'est une voie plus courte, professionnalisante et qui permet aussi de continuer des études si on le désire. Donc si je résume, c'est une formation qui peut soit permettre d'intégrer directement le milieu professionnel, ou alors si on le souhaite, on peut poursuivre à l'université ou dans une grande école. Tout à fait, parce que pendant le cursus, il y a beaucoup de stages, à peu près 52 semaines, donc qui est plutôt permettre une insertion professionnelle au niveau des étudiants, et comme c'est un titre professionnel reconnu par l'État, pour pouvoir, niveau Bac plus 3, de pouvoir poursuivre des études si l'étudiant le désire. Mais je rappelle, on est au départ sur un cycle court, comme mes collègues à côté. Alors, pour ce qui est du DUT cette année, qui deviendra BUT l'année prochaine, puisque la réforme en cours vise à rajouter une année, c'est-à-dire qu'actuellement, Quentin est en 2e année, va être diplômé cette fin d'année. À partir de la rentrée prochaine, cette formation se fera en 3 ans, avec une possible sortie à la fin de la 2e année, même si ce n'est pas le but. Donc à l'issue de ce BUT, il faut que les futurs étudiants gardent en tête que c'est une formation qui est professionnalisante, qui est véritablement ancrée dans les besoins du marché polynésien, du marché du travail. Donc les étudiants sont formés avec de nombreuses heures de stage. On rentrera peut-être dans le détail plus tard. Voilà. Oui. Donc 12 semaines de stage la première et la 2e année, 14 semaines la 3e année. Donc les étudiants sont directement en contact avec la réalité, avec le travail. Il y a aussi la formation dispensée par des enseignants, mais également 25% de professionnels. Donc ils ont accès à des données qui sont concrètes, à des formations spécifiques aux besoins qu'ils auront immédiatement après la 3e année. Alors ils pourront également poursuivre leurs études, mais ce n'est pas l'idée initiale. L'idée vraiment est de les former à l'issue de cette 3e année, d'intégrer le marché du travail et d'être polyvalents dans la formation qu'ils auront suivie pour pouvoir trouver rapidement un travail dans le tertiaire qui représente plus de 80% des besoins ici en Polynésie. Donc peut-être que je rentre dans le détail des éléments qui constituent ce BUT. Oui. Alors, donc 3 ans, il y a à peu près 1600 heures de cours pour 600 heures de projets tutorés. Peut-être que Quentin développera ça un peu plus tard. Comme il fait partie de l'équipe étudiante cette année, il pourra vous préciser en quoi cela consiste. Des projets tutorés en 1re et en 2e année, et donc en 3e année.
100 heures la première année, 150 la deuxième année et 250 la troisième année. Donc il y a un gros volume horaire dédié à cela. Donc la pratique est une partie très importante dans le BUT. Oui. Notamment cela, le travail en équipe, puisque les projets tutorés se préparent entre 3 et 6 étudiants, et coachés, si on peut dire, par un enseignant, un tuteur de projet. Donc il y a un réel lien entre la théorie de ce qu'ils apprennent en cours, la mise en pratique par le biais de ces projets tutorés, qui les met directement dans des relations, dans des situations réelles, concrètes, où il faut réaliser un événement, rentrer en contact avec des sponsors. Je te laisserai développer ça peut-être un peu plus tard. Ce qu'on peut peut-être déjà dire à ce stade-là de la conférence, c'est qu'on vous a présenté des formations, vous vous rendez compte à l'issue de votre formation au lycée, vous avez vraiment des formations avec des objectifs très différents. Vous pouvez vous lancer vers des études plutôt longues ou alors choisir des études qui vont vous permettre une professionnalisation plus rapide. Donc ça, il faut en tenir compte au moment de votre réflexion autour de votre projet professionnel. C'est votre projet professionnel finalement qui va guider vos choix de formation, et les propos qui viennent d'être tenus vont du coup dans ce sens. Donc on va aborder un autre aspect, une autre question pour plutôt les enseignants. Quelles sont les exigences de vos formations et quels conseils auriez-vous à donner aux futurs étudiants pour réussir dans vos formations ? Si tu veux peut-être continuer et puis on passera le micro après. Donc la sélection se fait pour le BUT sur dossier. Donc on vise majoritairement des élèves de STMG, à peu près 75%, même s'il y a la possibilité pour les bacs généraux, mais encore une fois, ce n'est pas le public ciblé premier. Des étudiants, des élèves motivés, qui ont déjà une idée de ce qu'ils voudraient faire, qui passeront des entretiens avec une liste complémentaire, une liste principale et une liste complémentaire, et qui sont prêts à travailler dur tout de même, puisque la densité du volume horaire représente une formation assez chargée, mais aussi très variée. Et voilà, après, je ne sais pas. On va continuer du coup. Donc ce cursus qui a été rappelé, qui est un cursus professionnalisant et court, s'adresse essentiellement à des étudiants qui sont intéressés par le commerce, le marketing, la relation client. L'admission se fait par concours. Nous ne sommes pas dans Parcoursup, donc il ne faut pas chercher l'école de commerce, donc on est une voie parallèle. Elle se fait par concours. Il y a 3 concours dans l'année qui se passent pendant les vacances scolaires pour ne pas perturber le rythme scolaire. Et donc il y en a un le premier concours se situe aux vacances de février. Le concours, c'est quelques épreuves écrites et un entretien, surtout pour connaître le projet et la motivation des étudiants, parce qu'on est sur une voie professionnalisante. Merci. Merci bien, pardon. Ouais. Donc la classe préparatoire au lycée de Papara recrute dans toute la Polynésie des bacheliers STMG, puisqu'il faut avoir un profil technologique, éventuellement STHR. L'objectif, comme indiqué, on parle d'études longues, mais en fait, pour décrypter un peu, c'est la question des postes auxquels on accède. C'est-à-dire, avec des études dites longues, on accède à des postes souvent à responsabilité, où il y a du management d'une équipe, en contact souvent direct avec la direction générale, voire même pouvoir mener des projets de création d'entreprise. Voilà un peu le type de fonction auquel on accède après ces études dites longues. Donc les logiques de la classe préparatoire, c'est qu'il n'y a pas de stage, parce qu'on veut avant tout, dans ce type de parcours, donner à l'étudiant les clés d'analyse et de compréhension du monde dans lequel il va évoluer demain. Donc là, pendant 2 années, ce sont des compétences transversales qui sont développées. Et c'est après ces 2 années, selon la poursuite d'études, que ce soit en grande école, en école supérieure de commerce ou en université, que l'étudiant retrouvera des stages. Donc ce que nous recherchons, ce sont des élèves curieux, intéressés, qui veulent comprendre l'actualité, qui veulent éventuellement prendre une place dans l'économie de la Polynésie française, à court terme ou à moyen terme, et donc qui veulent pour cela se former, se préparer à des métiers passionnants.
Et donc, quelques conseils peut-être pour ces futurs candidats Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un projet très précis. En fait, vous êtes jeune, vous allez avoir votre baccalauréat. Là, on essaye de viser des périodes longues, de 10, 15, 20, 30 ans. Donc, vous pouvez avoir un projet qui mûrit au fur et à mesure. Et juste envie, on cherche vraiment des élèves qui ont envie de s'intéresser au monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, la curiosité, la motivation sont des éléments très importants. Ok, très bien. Je vous retourne la question. Alors je vais continuer dans le discours de Jacques-André parce qu'en fait on a des élèves qui vont suivre, une fois qu'ils rentrent en grande école, ce sont les élèves qui passent par la voie ECT ou ECG, rentrent dans les mêmes écoles, donc ils ont le même cursus, ils sont dans une carrière, lancés dans une carrière de cadre supérieur, création d'entreprise. Bon, je ne reviens pas sur ces arguments, c'est exactement la même chose pour nous. Alors pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'on attend de nos élèves, moi j'ai 2 éléments de réponse. Alors bien sûr, la première chose, c'est des élèves curieux, qui ont un goût pour des disciplines qu'ils ont vues au lycée, comme les sciences économiques et sociales, comme l'histoire géo, comme la littérature, les humanités, mais également les mathématiques. Donc toutes les grandes disciplines du lycée général sont représentées en classe préparatoire. Après, il faut savoir qu'il y a des critères de recrutement. Donc nous reprenons des élèves de bac général, et la réforme du bac implique une réforme des classes préparatoires, d'où le changement de nom pour nous. On est passé d'ECE à ECG. Et pour les ECG, il y a le besoin pour les élèves d'avoir pris des mathématiques en terminale, soit en format SP maths, soit maths complémentaires. Bon, je passe sur maths experte puisque c'est l'option au-delà de l'aspect maths. Donc les élèves qui ont pris des mathématiques sont bien sûr, admis à candidater. Néanmoins, étant donné que la réforme du baccalauréat est assez récente, on se rend compte quand même que nous avons beaucoup de bons profils d'élèves qui sont allés dans des prépas Sciences Po, qui ont voulu faire des prépas Sciences Po et qui ont abandonné les mathématiques, soit en terminale parce qu'ils n'ont pas pris maths complémentaires, soit en première parce qu'ils n'ont pas pris SP maths. Et on demande à ces élèves, s'ils sont intéressés par notre classe préparatoire, de candidater sur Parcoursup. Et puis, cette année, on fera un classement un peu particulier. Donc, je leur demande de faire attention, parce que tout à l'heure, j'ai vérifié effectivement la plaquette de l'ONICEP. Et dedans, il y a bien écrit, c'est une voie réservée aux élèves qui ont pris des mathématiques, quelle que soit la forme des mathématiques, maths complémentaires ou SP au lycée. Étant donné que la réforme vient d'être mise en place, je pense qu'on recrutera également des élèves qui n'ont pas pris de mathématiques en terminale. Et on regardera les dossiers, c'est ce qu'on fait chaque année au cas par cas de toute façon. Donc il n'y a pas de... Je rassure les élèves donc, qui ont abandonné les mathématiques en terminale, candidater si ça vous intéresse, bien sûr. Bien sûr. Si je peux apporter une petite précision, merci. Donc par rapport aux enseignements spécifiques ou spécialités, par rapport à STMG, il y a 4 enseignements spécifiques. Les 4 profils peuvent intégrer la classe avec succès. Merci. Vous avez déjà commencé à apporter des éléments de réponse, mais je voulais vous interroger aussi sur, au-delà des résultats académiques, au moment des candidatures, à quels autres aspects de la candidature vous prêtez attention? Qu'est-ce qui compte pour un élève qui souhaite candidater? Des éléments de réponse peut-être pour le BUT ou... En ce qui concerne l'école de commerce, l'objectif de l'entretien d'oral devant un jury est de mieux déterminer les motivations, les réelles motivations dans ce domaine-là. Parce qu'on engage sur 3 ans d'études, même si on peut se réorienter au bout d'1 an, il n'est pas interdit de se tromper au bout d'1 an. Mais sur 3 ans d'études, il vaut mieux connaître réellement les motivations par cet entretien, entre autres. C'est la même chose pour nous. Bien sûr, on regarde sur dossier les notes en éco, en maths, en langue... Comme toujours, mais il y a également la partie de l'entretien qui nous permet de déterminer un étudiant qui est peut-être pas très à l'aise dans certaines matières, qui est relativement moyen, mais qui nous montre lors de l'entretien, et c'est arrivé encore cette année pour le recrutement, une réelle motivation, une réelle envie de se former de façon variée, de s'impliquer, une curiosité, une envie de découvrir. Certains ont même déjà peut-être pas un projet professionnel, mais une idée assez précise du domaine dans lequel ils aimeraient évoluer. Et ça, ce sont des atouts dans les travails en équipe.
Donc voilà, c'est un bon mélange des deux. D'accord. Merci. À côté des éléments largement quantitatifs que l'on a sur Parcoursup, l'idée c'est de les compléter par des éléments plus qualitatifs. Alors il n'y a pas d'entretien formel, même si la plupart du temps on a souvent rencontré les candidats à un moment ou à un autre. Nous, ce que nous essayons de faire, c'est de coopérer avec ceux peut-être qui connaissent le mieux le potentiel de l'élève, c'est-à-dire les collègues du lycée d'origine, l'équipe pédagogique et l'équipe de direction. Donc notre mode de fonctionnement, c'est quasiment une co-sélection, c'est-à-dire qu'il y a, on travaille sur les éléments de Parcoursup, et après on revient vers les établissements d'origine pour faire valider les classements, hein, puisqu'il s'agit de classer des dossiers, avoir le regard des collègues, on ajuste tout cela, et donc l'élément essentiel, c'est cette coopération avec les collègues qui ont suivi l'élève pendant 2 ou 3 ans dans son parcours. D'accord, donc on a évoqué la motivation principale pour la formation, et évidemment du coup aussi l'appréciation des enseignants sur leurs élèves. Oui, c'est essentiel. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je reprendrai ce qu'a dit Jacques-André, c'est aussi valable pour nous. Je rajouterai que comme on veut avoir des élèves qui travaillent régulièrement, on va rechercher dans les appréciations les éléments qui nous permettent de déceler cette qualité. Ça, c'est un point important. Je voudrais aussi rebondir un petit peu sur la formation. En ce qui nous concerne, au niveau des langues, on a une restriction. On n'a que anglais LV1 et ensuite mandarin ou espagnol LV2. Donc ça, c'est important de le préciser. En ce qui concerne aussi la discipline mathématique, on ne fait pas que des mathématiques en classe préparatoire, on fait aussi de l'informatique. Donc c'est important, c'est intégré dans le cours de mathématiques, mais ça fait partie des enseignements, au même titre que la philosophie et la culture générale, qui sont aussi un autre pôle. Donc nos élèves, on les recrute dans le cadre d'un concours où on aura 4 pôles bien distincts, mais à peu près avec des coefficients à égalité, ce qui fait qu'on a, au niveau du recrutement, on se sert de cette base pour le recrutement. Donc un élève qui aurait des difficultés dans une matière, on ne va pas forcément l'éliminer, puisqu'on sait qu'il va pouvoir remonter dans d'autres matières éventuellement. D'accord. Voilà. Oui. Juste par rapport aux langues que tu évoquais, est-ce qu'on peut avoir un niveau débutant en mandarin ou est-ce qu'il faut l'avoir débuté ? Alors, on peut avoir, en mandarin, je déconseille le niveau débutant en rentrant en classe préparatoire. Par contre, on peut avoir, et c'est ce qui se passe pour des élèves qui auraient pris par exemple japonais au lycée ou tahitien, ils peuvent être grands débutants espagnols. Donc commencer en espagnol en classe prépa. Ou transfuge du mandarin, parce que arriver avec un niveau un peu fragile, et basculerait dans le cours d'espagnol. On a en début d'année, peut-être que Garance pourra en parler, mis en place un système d'aide aux élèves qui découvrent une nouvelle langue, et puis également d'aide aux élèves pour les mathématiques, qui est une matière effectivement en début d'année, qui des fois, il y a une petite marche à franchir. Ce que je voudrais rajouter sur le recrutement des élèves, c'est que chez nous, on prend des élèves, bien sûr, qui ont d'excellents résultats en terminale, donc 17-18 de moyenne, mais on prend aussi, ça correspond à peu près à 30-40% de notre effectif, des élèves qui arrivent chez nous avec moins de 12-13 de moyenne. Hein, le dernier classé l'année dernière à être rentré en classe prépa chez nous avait 11,4 de moyenne. Donc c'est un message pour les élèves qui se sentent un peu, disent oui, j'ai 11, 12, 13 de moyenne, c'est peut-être pas assez. On n'est plus dans des classes préparatoires élitistes d'il y a 30 ans où il fallait avoir 17 pour entrer en classe préparatoire, c'est fini ça. Il en existe encore quelques-unes en France, mais nous sommes dans ce qu'on appelle une classe préparatoire de proximité et on recrute des élèves entre 11, 11,5 et 18. Ce qui implique bien sûr qu'ils travaillent régulièrement, parce qu'à 11, 11,5, on n'a pas un niveau extraordinaire. D'où cette condition-là, mais surtout, je voudrais insister sur le fait que les élèves osent candidater en classe préparatoire, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'élèves, mais c'est également le cas en STMG, je pense, qui ne se sentent pas capables de réussir en classe préparatoire. Et le message que je voudrais leur donner, c'est imaginez que vous pouvez réussir, osez candidater à la classe préparatoire, parce que nous, les élèves qui viennent en classe préparatoire, effectivement, réussissent en classe préparatoire ou se réorientent avec des réorientations qui sont réussies. Voilà. D'accord, c'est l'occasion donc de passer la parole justement aux étudiants. Donc on va commencer par vous deux. Donc qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans cette formation et pareil, qu'est-ce que les difficultés peut-être que vous avez rencontrées au départ aussi ? Oui, les principales difficultés c'était surtout la charge de travail, parce qu'il y avait une charge de travail vraiment bien plus importante qu'au lycée. Et ceux qui n'avaient pas pris l'habitude de travailler, de s'impliquer en terminale, pouvaient se heurter justement
à ces difficultés, mais ce qui m'a particulièrement plu en classe préparatoire, c'est que les professeurs étaient très présents. Par exemple, on échange constamment par mail tout au long de la semaine. Il peut arriver qu'on me réponde à 2h du matin. Donc, c'est pas moi. Gros investissement de la part de l'équipe pédagogique. C'est monsieur Nicolas. Donc, ce qui m'a principalement plu quand j'ai intégré la classe préparatoire, c'est que malgré l'importante charge de travail, on n'était pas seul. D'accord. Et on était l'équipe pédagogique est présente pour vous accompagner. Très bien. Tu veux ajouter quelque chose peut-être ? Les cours sont passionnants. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a frappée au bout des premières semaines de cours, c'est que c'est tellement profond, les cours sont profonds et puis ça nous permet d'analyser finalement le monde qui nous entoure et c'est assez important, je trouve. Donc voilà, les cours sont passionnants et pareil, les profs sont très présents. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie personnelle ou quoi, on peut leur en parler librement. Et ils vont comprendre, ils vont essayer de nous orienter dans ces difficultés-là, justement. Et donc, pour revenir sur les langues, je fais partie des élèves qui étaient grandes débutantes en espagnol, puisque je faisais mandarin depuis le collège et j'ai décidé de faire espagnol. Comme il a expliqué, on avait des cours pour nous aider à apprendre les bases de l'espagnol et ça nous a beaucoup servi. On était quatre, je crois, parmi les grands débutants. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur je m'adresse à vous, il ne faut pas avoir peur du niveau qu'on peut avoir parce qu'on peut toujours s'améliorer et justement avec la proximité des professeurs, on est poussé à faire toujours mieux et voilà. Merci. Quentin, tu veux rebondir peut-être ? Oui, bien sûr. Alors, je voulais déjà revenir par rapport justement à quand on arrive en DUT. Donc, faut vraiment pas avoir peur. C'est-à-dire que, certes, vous allez avoir une grande charge de travail. Des fois, ça va être du 7h30, 18h. Mais justement, vous êtes vachement encadré par les professeurs. C'est l'avantage aussi donc, du BUT. C'est que vous êtes pas mal encadré. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est pas trop organisé, le BUT sera quand même quelque chose qui sera fait pour vous. C'est quand même un objectif professionnel, je veux dire. Ils vont tout mettre en place pour essayer de vous accompagner le mieux possible. Donc nous aussi, comparé aux autres filières, on fait donc espagnol, anglais en priorité, mais il y a aussi mandarin et tahitien. Donc c'était par rapport à ça. Et aussi par rapport aux entretiens, il ne faut pas hésiter à montrer vraiment votre motivation dans votre lettre de motivation. Et n'hésitez pas aussi à demander des lettres de recommandation si vous êtes proche donc, de certains profs, que ce soit votre prof de maths, vos profs de langue. Il ne faut vraiment pas hésiter à mettre toutes les cartes de son côté, car c'est vraiment une filière qui est assez ouverte donc, sur le monde du commerce, de l'entrepreneuriat, du management. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter, franchement. C'est une très bonne filière. Merci. Alors, comme on prépare, nos profs aussi sont très présents. Nous avons la chance de travailler avec des professionnels. La plupart de nos profs ne sont que des professionnels. La plupart d'entre eux ont leur propre entreprise également. Ensuite, au niveau des langues, nous on apprend l'anglais, l'espagnol et aussi le tahitien. Mais par exemple, en ce moment, nous n'avons fait qu'un mois de tahitien. Ensuite, nous n'avons plus de tahitien. Tout dépend de la période. Ensuite, moi, j'aime beaucoup ce que je fais. On fait beaucoup de marketing, management, communication, relations clients. On apprend à vendre les produits et tout. En tout cas, moi, j'aime beaucoup et j'incite les autres étudiants justement à venir à la CCISM. C'est la variété des matières peut-être qui t'a particulièrement plu dans cette filière ? Oui. D'accord. Une chose qui a été abordée par l'ensemble d'entre vous, c'est de rappeler aux lycéens, ne vous inquiétez pas, quand vous venez dans l'enseignement supérieur, certes ça vous demande beaucoup d'autonomie, mais vous êtes accompagné par les enseignants, par l'équipe éducative évidemment, mais vous pouvez aussi compter sur les étudiants des années suivantes qui sont là et qui ont vécu la même chose que vous précédemment. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller les contacter. Et ensuite, vous avez des services au sein de vos établissements, que ce soit à l'université ou dans les lycées, qui sont là pour vous accompagner et pour vous aider à construire votre projet professionnel et votre parcours d'études. Donc,
Ce qu'on vous demande, c'est simplement de venir nous voir. Ne restez pas avec vos doutes et vos questions et éventuellement vos peurs aussi. Il faut vraiment ne pas hésiter à venir vous adresser à toutes les personnes qui sont là pour vous accompagner dans votre parcours. Alors c'est le moment de passer aux questions du live. Est-ce que nous en avons ? Pardon. Je te remercie. Alors, la première question s'adresse donc à l'école de commerce. Quel type de métier peut-on espérer trouver suite à une école de commerce ? Dans notre cas, si je cite quelques exemples, on a soit des entrepreneurs, soit ceux qui travaillent dans les entreprises. On a par exemple dans un grand groupe actuel de distribution, on a une responsable marketing. Il est vrai que de nos jours, les métiers s'orientent beaucoup sur le marketing digital et les réseaux sociaux essentiellement. Mais certains se consacrent essentiellement à la vente par leur entreprise. D'accord. Oui. Donc, par rapport aux écoles supérieures de commerce, puisque la distinction avait été abordée tout à l'heure, elles proposent généralement 2 grandes filières, même s'il y a après d'autres. C'est marketing d'un côté, tous les métiers de la vente, du commerce, de la conception du produit, de l'accompagnement, de la gestion de la marque, par exemple. Et après, les métiers de la finance, où il y a finance de marché, intervenir en tant que trader, finance d'entreprise, alors il y a de nombreux métiers, expert comptable, auditeur, directeur financier, et finance des particuliers, là on peut se rapprocher du secteur bancaire. Voilà très rapidement brossé le type de fonction ou de secteur d'intervention. Après, il y a des métiers un peu plus spécifiques, passionnants là aussi, acheteur international, logistique, gestion des systèmes d'information, la RH bien sûr. Donc il y a à la sortie des écoles de commerce, donc à la fois pour la CPGE, CG de Gauguin et celle du lycée de Papara, le CT, eh bien il y a ce type de fonction qui peut être exercé à des niveaux de responsabilité passionnants. D'accord. Vous voulez peut-être compléter, pardon. Non, oui, du coup, la question de toute façon s'adressait également au BUT ensuite. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop développé dans la présentation initiale, mais donc le BUT se préparant sur 3 années. La première année est commune à tous les étudiants, donc 57 étudiants qui ont la même formation. Puis à l'issue de la première année, ils se spécialisent, ils choisissent soit être GACO ou TC, donc qui sont les deux branches. Tu peux peut-être expliciter GACO et TC ? Et là, je voulais le relier avec les ouvertures possibles de professionnels. Donc en TC, on a essayé de les lister. Donc ça peut être achat international aussi, assistant export, assistant marketing, assistant community manager. Donc c'est vraiment la fonction commerciale. Et GACO pour l'autre branche, donc gestionnaire plus polyvalent là. Assistant gestionnaire de paie, assistant service d'achat, de direction, assistant communication, chargé clientèle dans une banque ou dans l'immobilier. Donc ça laisse vraiment un choix très large dans deux différentes spécialisations et trois parcours. Donc les 2 spécialités étant donc d'un côté technique de commercialisation et de l'autre gestion administrative, des organisations commerciales. Voilà. Oui, bien sûr. Qui rajouter un petit... Alors c'est vrai, je voudrais compléter ce que disait Jacques-André tout à l'heure. Les élèves entendent école supérieure de commerce, donc ils s'imaginent effectivement faire du commerce, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand vous êtes dans la logistique, la finance, l'audit, les ressources humaines, vous êtes loin d'une activité liée au commerce. Mais j'aimerais revenir également sur les secteurs d'activité, parce qu'il y a le monde de l'entreprise qui recrute bien évidemment des cadres supérieurs, il y a le monde de l'entrepreneuriat qui se développe beaucoup de jeunes se lancent dans des projets, mais il y a également tout le secteur de l'économie sociale et solidaire qui recrute des cadres supérieurs. Nous avons beaucoup d'anciens élèves qui se lancent dans l'humanitaire, qui travaillent dans l'humanitaire, qui travaillent dans des grosses ONG. Il y a des ONG qui sont de taille mondiale et on les retrouve présents dans les postes à responsabilité. Je le dis peut-être pour des élèves qui ne s'imaginent pas du tout faire du commerce, mais qui ont un goût pour d'autres choses, et notamment la solidarité, le secteur humanitaire recrute énormément de diplômés. D'accord. Alors justement, donc pour aller un peu plus loin dans ces différents métiers, il y a une question sur quelles sont les différences entre les métiers qu'on peut viser suite à un BTS et suite à un BUT. Est-ce que c'est des métiers très différents ou est-ce que... Je ne crois pas. La différence première est vraiment la possibilité d'obtenir un diplôme en 3 ans et d'effectivement pouvoir poursuivre par la suite. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences entre BTS
En plus, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que les parcours sont parfois sinueux et ne sont pas toujours très rectilignes, et qu'on peut accéder à des métiers par différents biais, évidemment. Donc, vous projetez peut-être dans un métier, et à force d'aller en cours, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'autres occupations auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui vous plaisent autant, et vous allez vous réorienter. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes lancé dans une filière, il y a des choses qui se ferment. On peut faire des passerelles. Tu voulais compléter peut-être, Quentin Oui, tout à fait. Donc, je voulais rebondir par rapport à ce que Madame Etchekopar vient juste de nous dire. En fait, par rapport au BUT, donc, tu as la possibilité, au bout de ta 2e année, d'arrêter d'avoir un DUT. Donc, c'est le diplôme que je vais avoir à la fin de ma formation. Et justement, c'est un avantage du BUT. C'est-à-dire que si tu vois qu'au début de ta 2e année, c'est pas quelque chose qui est trop fait pour toi, tu peux au moins continuer jusqu'à la fin de ta 2e année, sortir donc avec l'équivalent donc d'un BTS, et poursuivre après sur une autre licence professionnelle. Par exemple, si au cours de ton année d'études, tu as vu que tu aimais tout ce qui était e-commerce, tu peux très bien ensuite aller sur une licence e-commerce tout en ayant eu auparavant donc ton DUT au bout de 2 ans. Ensuite, l'avantage aussi donc pour l'insertion professionnelle, quand on est vraiment sur ça, c'est qu'au bout donc des 3 ans de BUT, vous avez plusieurs donc semaines de stage, comme ce qu'on a lancé avec Madame Etchekopar. La première année, vous avez en tout 1 mois de stage qui représente 4 semaines, et c'est au sein donc des entreprises, ce qui est assez bénéfique pour vous, car par exemple pour moi, j'ai été dans l'entreprise Surfco. Et grâce à ça, ils m'ont recontacté pour travailler avec eux donc, pendant les grandes vacances, et j'ai pu travailler avec eux. Donc j'ai vraiment gardé ce réseau au fil de ce stage, et j'ai pu donc travailler et être rémunéré au bout des grandes vacances. Donc c'est ça pour la première année, vous avez un stage donc, de 4 semaines. Pour la 2e année, vous avez un stage donc, de 8 semaines, ce qui représentera 2 mois. Et pour la dernière année, un stage donc, de 14 semaines, qui équivaut à 6 mois. Et oui, donc c'était vraiment important pour moi le niveau des stages, car cela te permet de créer vraiment un réseau, d'avoir des contacts avec des patrons, et de voir justement, tiens, ça j'imaginais pas comme ça. Ton stage, ça vraiment te permet un peu de t'ouvrir l'esprit et de voir qu'est-ce que vraiment le monde professionnel. Voilà, c'était ça que je voulais rebondir. Tu as très bien résumé effectivement l'intérêt des stages. Premièrement, se créer un réseau professionnel, ça se fait déjà dès la formation universitaire ou dès la formation dans le supérieur. Et ensuite, de pouvoir tester différents secteurs d'activité dans un domaine pour voir lesquels nous plaisent davantage. Donc, je vous encourage évidemment vivement à diversifier vos stages et à ne pas négliger du tout cet aspect-là de vos formations. Là, j'ai une question, ou une double question qui va s'adresser plutôt aux classes prépa. Donc, premièrement, combien d'élèves sont sélectionnés en prépa et combien intègrent une école après la prépa? Alors, je réponds pour le CG du lycée Gauguin, parce qu'on est sur des critères un petit peu différents. L'année dernière, nous avons eu 110 candidatures Parcoursup. On en a classé 80. Le dernier admis était 65e. C'est une classe de 37 élèves. Voilà. Donc nous avions 37 élèves cette année à la rentrée, l'année dernière. Donc vous avez quand même de fortes chances quand vous candidatez à la classe préparatoire du lycée Gauguin d'être pris. 65e sur 80 classés. C'est pour ça que j'insistais sur le... Voilà, n'hésitez pas à candidater, vous verrez bien si vous êtes pris. Bon, a priori, si vous avez 13-14 de moyenne ou plus, vous serez pris. Si les dossiers correspondent à des élèves qui n'ont pas de problème d'assiduité, de présence, etc., qui sont la condition aussi. Voilà, j'ai répondu. Très bien. Ah non, pardon, je voulais dire une chose. Les 37 élèves, à part 2-3 qui souhaitent une réorientation, parce que c'est un point qu'on n'a pas soulevé. Oui. En classe préparatoire, nous délivrons, parce que nous avons une convention avec l'UPF en éco-gestion, nous délivrons des ECTS pour la filière éco-gestion. Donc en fin de première année, les étudiants qui ont leurs ECTS peuvent s'inscrire en L2 en éco-gestion. En fin de 2e année, les étudiants qui ont leurs ECTS de L2 peuvent s'inscrire éventuellement en 3e année à la fac d'éco-gestion. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller en grandes écoles, vous pouvez très bien continuer et bifurquer sur un cursus à l'UPF ici, en éco-gestion. L'année dernière, tous les élèves que nous avons présentés au concours ont eu une école, l'année d'avant également. Donc ça les échecs. Combien d'élèves ? L'année dernière, on en avait combien ? Un peu moins de 20 en 2e année.
Jusqu'à l'année dernière, on avait des promos d'une vingtaine d'élèves en deuxième année, et là, comme on en a plus en première année, c'est en train de monter. Donc sur les 20 élèves, ou 19 je crois de tête, ils ont tous eu une école, sans problème, classée entre le top 5 et le top 20. Voilà. D'accord, merci. Alors au niveau des effectifs dans la classe préparatoire au lycée de Papara, pour les bacheliers STMG, on est sur des effectifs d'une vingtaine. En fait, c'est une classe qui a été créée plus récemment. Donc notre objectif, c'est de recruter une vingtaine d'étudiants. L'année dernière, on a classé 50 dossiers. On a retenu 50 dossiers, ce qui représente sur les 300-350 bacheliers STMG de chaque année, vous voyez, un bachelier sur 7, 14%. Ensuite, en termes d'intégration, de réussite au concours, en fait, il y a une diversité, une telle palette de poursuites d'études et aussi de niveaux d'école que tous les étudiants qui souhaitent intégrer une école ont cette possibilité-là. Quand je parle d'intégrer une école, c'est en métropole. En classe préparatoire au lycée de Papara, on a à peu près la moitié de l'effectif qui choisit de rester en Polynésie française et la moitié qui décide de partir en métropole. Donc pour ceux qui choisissent de rester en Polynésie, ils font... Ils intègrent les formations en partie, surtout l'UPF, puisque nous avons aussi une convention avec l'UPF, c'est-à-dire qu'après 2 années de classe préparatoire, il y a une équivalence entre guillemets Bac plus 2, 120 crédits ECTS dans notre jargon, ce qui veut dire que l'étudiant a la possibilité d'intégrer une formation universitaire au niveau 3e année, L3. D'accord. Donc il y a ces passerelles qui sont prévues à l'issue de la première ou de la deuxième année de prépa. Mais par exemple, un élève qui ne s'en sort pas au début et se rend compte assez rapidement qu'il n'y arrive pas en prépa, est-ce qu'il peut intégrer une licence ? S'il est en première année et qu'il n'a pas ses ECTS, il intégrera une licence, mais en première année. En première année. Pas ni en deuxième, ni en troisième. Okay. Alors généralement, nous, c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des abandons. On commence à 37 et il y a toujours 3, 4, 5 abandons dans les premiers mois qui suivent la rentrée. Dans ces cas-là, il faut se réorienter puisqu'on n'a pas pu avoir ces crédits. Voilà. Après, une question plus pratique et concrète. Les élèves s'interrogent sur le coût d'une école de commerce et comment faire si on est admis mais qu'on n'a malheureusement pas les moyens financiers pour partir et régler les frais d'inscription. Alors effectivement, l'école de commerce est une école privée. La scolarité annuelle est de 550 000, ce qui représente, si vous voulez comparer par rapport aux écoles de commerce de métropole, 4 600 € par an. Il y a un étalement des paiements, bien sûr. On reçoit des boursiers, donc ceux qui ont déjà une bourse et qui décident de poursuivre en école de commerce, la bourse continue toujours. Sinon, beaucoup d'étudiants, effectivement, font ce qu'on appelle des prêts d'études pour financer leur étude, leurs 3 années. Du coup, je vais poser la question aux étudiants. Est-ce que, à côté de vos études, vous avez le temps et la possibilité d'avoir un petit boulot étudiant pour financer, ou est-ce qu'il y a tellement de travail qu'il faut être focus à 100%? Pour ma part, moi, j'ai pas vraiment de temps. Je me focus plutôt plus sur les études. Mais après, on a la possibilité de payer en plusieurs fois. Par exemple, 500 000 l'année jusqu'à 10 fois. D'accord. D'accord, donc il y a des facilités qui sont mises en place pour aider les étudiants qui rencontreraient des difficultés. Et alors, en prépa, vous avez le temps de travailler à côté de vos études? Eh bien, il n'y a pas de frais d'inscription concret pour intégrer la prépa. Il y a juste... on doit juste s'inscrire aussi à l'université. Donc, théoriquement, nous sommes étudiants à l'université. Mais sinon, non, il n'est pas possible d'avoir un métier en parallèle. Ça occupe tout le temps disponible. Très bien. Tu veux ajouter quelque chose, Quentin? Oui, donc par rapport à nous, notre filière, on est donc dépendant de Bordeaux. C'est-à-dire qu'à la fin du BUT ou du DUT, vous aurez un diplôme universitaire de l'Académie de Bordeaux. Donc déjà, ça permet un peu de vous différencier. Conjointement par l'UPF et par l'Université de Bordeaux, les deux. Oui, voilà, exactement. Et le coût d'une année, si vous voulez, elle est de 37 000 francs. Donc ensuite, par rapport justement à la question de est-ce que vous travaillez, comment vous faites un peu pour financer vos études, c'est en fait comme le BUT, c'est comme j'ai dit juste avant, on est vachement encadré, donc tu peux avoir du temps pour toi. Après, ce sera plus le week-end d'essayer de faire des jobs un peu
qui ne te prennent pas tout ton temps et avoir des horaires aménagés avec des professionnels. C'est à toi de voir, ça dépend vraiment de ta situation personnelle. Merci. Oui. Pour ceux qui ont des difficultés financières, il n'y a pas de souci à avoir. Il y a des bourses qui sont mises en place tous les ans, etc. Et puis, encore une fois, on est accompagné par les professeurs. Donc, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Voilà. Alors justement, ça me permet de conclure sur ce que tu viens de dire. Là, dans un premier temps, donc lundi, mardi et jeudi matin, vous avez des tables rondes thématiques sur les formations qui sont proposées sur le FENUA. Mais l'après-midi, vous avez également des tables rondes sur toutes les aides financières qui vous sont proposées. Donc, ne loupez surtout pas les tables rondes de jeudi après-midi où on abordera toutes ces questions-là. Et encore une fois, que ce soit du côté pédagogique, mais également pour les aspects plus sociaux, vous pouvez compter sur les différents établissements pour vous accompagner dans ces démarches. Donc là, il me reste à remercier l'ensemble des intervenants pour votre disponibilité. Les élèves qui nous ont écoutés toute la matinée, merci pour votre présence et votre réactivité sur le chat de Zoom. Une petite pause d'1 heure et on se rejoint cet après-midi à 13h pour une table ronde sur les métiers et les formations de l'informatique et de la gestion. Je vous souhaite une très belle journée et à plus tard. Bonne journée. Merci.